Et aujourd'hui, on se prépare à l'une des grandes étapes de la navigation, les préparatifs avant une traversée. Alors que ce soit une traversée de quelques heures, de quelques jours ou plus, ce qui va être crucial, c'est une bonne préparation, une bonne organisation. La clé d'une traversée réussie, c'est la préparation, l'organisation, et tu vas pouvoir profiter pleinement de ce moment, et je t'assure que tu vas vraiment kiffer, parce que quand tu te retrouves en pleine mer, que tu vois plus les côtes, c'est le moment le plus kiffant d'un voyage en voilier. Envie d'apprendre à naviguer? On a créé une formation 100% en ligne avec une centaine de vidéos, des bases pour débutants jusqu'à la préparation des grandes traversées en mer. Et c'est pas tout, revivez toutes nos aventures en Méditerranée grâce à notre deuxième formation où l'on vous partage les secrets d'un mouillage réussi et les lieux exacts de nos plus beaux ports et mouillages préférés. Un véritable guide vidéo. Et profitez-en, en ce moment on fait des super promos. On se retrouve sur le site internet www.voiliercorail.com. Savoir prendre la météo, ça va être ta sécurité numéro 1. Comme je le dis souvent, un bateau qui est le plus sécurite possible, c'est un bateau qui va être au port quand il y a de la tempête dehors. Voilà, donc si tu sais prendre ta météo, si tu sais planifier en fonction de la météo, c'est là où tu vas mettre toutes les chances de ton côté pour une bonne traversée, pour une traversée réussie dans de bonnes conditions. Alors là, je vais faire une petite parenthèse parce que c'est important pour moi, mais l'élément de sécurité le plus important à bord, c'est pas les gadgets dernier cri, ça va pas être le radeau de survie, ça va pas être ton bateau. Bien sûr, tout ça, c'est des éléments extrêmement importants, mais le numéro un, c'est toi. Tu dois être bien formé, il faut te former, il faut avoir de l'expérience nautique, il faut avoir pris le temps de faire bien les choses, et ça passe par ta prise de météo. Mais ne pense pas qu'en achetant un très gros bateau, et en ayant acheté tous les derniers équipements AIS radar, pense pas que tu vas être en sécurité. La sécurité, c'est d'abord un bon capitaine qui est bien formé, qui a de l'expérience. Et ça, faut vraiment que tu passes du temps à le faire, que ce soit avec la formation Corail en voyage, ou en école de voile, ou avec des centres comme la Massif, etc. Je reviens sur la météo. Alors la météo en Méditerranée, elle est fiable à peu près 24 heures. C'est vrai qu'au-delà, ça devient un peu compliqué. Tu vas avoir des prévisions qui vont être très difficilement fiables au-delà de 24 heures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta météo en Méditerranée, il va falloir la prendre souvent. Moi, en gros, ma routine, c'est que je prends la météo 3 fois. Alors je sais, ça peut paraître complètement paranoïaque, mais au moins, je m'assure que mon équipage est en sécurité. Et vous voyez qu'avec les nombres d'années de navigation qu'on a fait, ben non, on s'est jamais retrouvé dans des situations que je maîtrisais pas, avec des météos complètement farfelus, des coups de vent qui se lèvent d'un coup, parce que vraiment, je passe du temps à étudier ma météo. En gros, je fais un point le matin, un point à midi, un point le soir. Si ça vous semble énorme, pensez bien qu'en course, comme au Vendée Globe par exemple, là on est en plein dedans, hein, au mois de décembre, je ne sais pas exactement là où ils sont, je n'ai pas encore regardé ce matin, mais pense que eux, ils passent leur journée à étudier la météo, planifier leur parcours, et vraiment, euh, ils passent beaucoup de temps sur la météo. Donc nous qui sommes des plaisanciers, on n'est pas aussi pro qu'eux. Tu penses bien qu'il va falloir aussi qu'on l'apprenne. Donc 3 fois par jour, ça me semble un bon compromis. Tu peux l'apprendre plus, hein, bien évidemment. Mais après, il faut savoir que ça sert à rien d'aller l'apprendre toutes les demi-heures. Parce qu'en gros, les fichiers météo sont remis à jour à certaines heures. Donc si tu vas dans Windy, tu as tout en bas un endroit où ils vont te dire prévision faite à 11 heures, mise à jour dans 3 heures. Donc tu sais que là, bah, tu peux reprendre ta météo dans 3 heures, qui vont refaire leur prévision météo. Alors ensuite, au sujet de comment on prend la météo, oui, tu peux prendre ta météo sur Météo Marine, sur divers sites, mais moi perso, le site que je préfère, c'est Windy. Clairement, vous savez que ça fait plus de 2 ans que je prends ma météo uniquement sur Windy, c'est-à-dire que je regarde plus Météo Marine. Je me suis tellement habitué à prendre Windy, j'ai tout dessus, c'est fiable, j'ai plein de modèles différents à comparer, et je trouve ça vraiment top. Qu'est-ce qu'il faut regarder avant une traversée? En gros, tu vas regarder la force du vent, tu vas regarder la houle, tu vas regarder les orages, tu vas regarder le brouillard. Il faut que tout ça, ça soit ouvert. Quand je dis ouvert, si c'est ta première traversée, il faut que tu aies des vents qui ne dépassent pas les 10-15 nœuds. Alors oui, certes, tu vas faire du moteur, c'est sûr. Mais si tu commences à prendre des vents entre 15 et 20 nœuds, tu vas avoir la houle qui va aller avec. Et d'ailleurs, tu peux regarder la houle. En gros, la houle, il faut qu'elle soit bleu clair. Bleu clair, ça signifie que tu n'as pas de houle sur ton trajet. Si tu commences à aller dans des houles un peu plus bleu foncé, avec à annoncer, je sais pas, 1 mètre, 2 mètres de creux, ça va être énorme. Tu vas vraiment te faire brasser et ta première traversée, elle va pas être agréable du tout. Ta première traversée, moi je te conseille vraiment de faire avec du vent
voire pas de vent, ou voilà, un petit vent vert clair, mais très très vert, hein, voilà. Quelque chose de très doux, voilà, pas plus de 10 nœuds, ça suffit pour avancer un petit peu, surtout pour ta première traversée. Pas de houle, pas d'orage. Pourquoi je te dis ça? Alors il y en a qui vont me dire ouais mais tu vas faire du moteur. Bah ouais c'est pas grave. Tu vas faire ta première traversée, tu vas faire 15 heures de moteur, et alors? C'est pas grave. Oui c'est un voilier, mais de la voile t'as qu'à en faire après en côtier. Là le but du jeu, c'est déjà que tu découvres le large. Et je t'assure quand tu vas être au large, même au moteur, c'est un moment qui est extraordinaire. Et autant le faire bien, c'est-à-dire avec une mer d'huile, une mer tranquille. Déjà, tu as toute cette pression de planifier, de bien prendre ta météo, de traverser avec ta famille, que ça se passe bien. Et vaut mieux voir des dauphins qui sautent dans une eau limpide que d'avoir 2 mètres de creux, de faire balancer dans tous les sens, que tu sois obligé de mettre tout le monde en bas parce que ben, dehors c'est dangereux. Non, ça sert à rien. Nous, oui, on a traversé avec des météos un peu compliqués parce qu'on avait fait pas mal de traversées. Ceci dit, moi j'aime bien aussi les traversées calmes, hein. Limite je préfère. Bon après c'est vrai que quand t'as un peu de vent, bah t'avances, tu fais tout à la voile. Maintenant on prend des météos où on sait qu'on va avoir du vent et où on sait qu'on va faire tout à la voile parce que maintenant on est arrivé à un moment où on n'aime plus faire les traversées au moteur. Mais ceci dit, pour ta première traversée, c'est vraiment important d'avoir une météo très calme et il vaut mieux retarder le départ de 3, 4 jours, même voire une semaine, plutôt que partir dans une météo compliquée. Surtout, par pitié, n'écoute pas les voisins de ponton qui te disent de partir par une queue de Mistral. C'est le pire. C'est le pire à faire. Pourquoi? Parce qu'une queue de Mistral, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Mistral est en train de tomber. Donc, s'il est en train de tomber, alors certes, tu vas avoir un peu de vent, mais pendant combien de temps? S'il est en train de tomber, ça veut dire qu'à un moment, le vent va caler. Et tu vas te retrouver avec la houle du Mistral, sans vent et au moteur. Et alors là, c'est horrible. Donc la queue de Mistral, moi je dis non, à moins que tu vois que sur 24 heures après, les vents restent à 15 nœuds. Mais tu vas avoir quand même une forte houle. Les histoires de haut portant, le bateau bouge pas, c'est faux, c'est faux complet. Un bateau, même un gros bateau de 15 mètres, ça va bouger. Donc si tu as un bateau de 10 mètres parce que tu es débutant et que tu as écouté mes conseils et que tu te dis j'ai un bateau de 10 mètres, je vais prendre une queue de Mistral, tu vas te retrouver dans 2 mètres de creux et même au portant, ça va bouger. Donc forcément, si c'est ta première traversée, bah, ça va t'impressionner. Tu vas potentiellement être malade, donc vraiment, c'est pas à faire comme première traversée. Nous, on l'a fait par queue de Mistral parce qu'on voulait vraiment avoir du vent et on n'a pris pas la queue de Mistral. On est allé dans du vent, on est allé dans du Mistral, quoi. On a pris du Mistral et la queue de Mistral, on l'a eu vraiment à l'arrivée quand on a passé le Cap Créus, là. Mais c'était bien parce qu'on a eu du vent avec ce gros bateau et que tout le long, ça a tracé. Mais pour la première traversée, c'est stupide parce que tu vas pas en profiter. Ça va être des conditions qui sont pas agréables pour une première traversée. Vraiment, fais-moi confiance, prends une météo très calme. Ensuite, point B, prévoir son parcours. Pourquoi il faut prévoir son parcours? Alors, prévoir le parcours, c'est pas juste dire, bon, je vais au Baléares, je pars de Port-Saint-Louis-du-Rhône, je trace tout droit, bah voilà, c'est bon. Non, ça veut dire prévoir ton parcours, ça veut dire, tu vas partir, tu vas te retrouver à quelle heure à peu près à Port-Napoléon? Tu estimes, ce qui est bien, c'est d'estimer à peu près les distances en fonction de la vitesse de ton bateau. En gros, compte sur 4 nœuds 5 si tu fais de la voile. Au moteur, tu peux compter 5 nœuds, mais bon, tu te comptes entre 4 et 5 nœuds, tu te dis, ok, je vais être là. Ce qui est bien à faire, c'est que tant que tu es très proche des côtes, prévois des plans B. Prévoir un plan B, c'est quoi? C'est que tu vas te dire, je vais partir de là, je vais arriver à tel endroit à peu près vers midi. Ok, si jamais la météo elle change, je vais pouvoir m'abriter à tel endroit. Quand je vais arriver, si jamais les vents changent, que je peux plus aller à Minorque, où je peux aller? Ok, je peux aller à Majorque. Et ça, il faut que tu le prévois. C'est-à-dire qu'il faut que tu te prévois. Bon, quand tu es au large, tu peux plus tellement changer ton parcours, à part te mettre en fuite si vraiment le vent se lève beaucoup. Mais si tu as pris bien ta météo, encore une fois, tu devrais pas avoir de soucis. Mais quand tu vas être au large, euh, tu vas plus pouvoir trop changer, c'est-à-dire que tu vas aller vers ta destination. Par contre, tant que tu es encore près des côtes, tu peux changer d'avis, donc il faut que tu répertories les abris éventuels, si tu as un souci, si tu as un changement de météo, si tu changes d'avis, etc. Donc ça déjà, il faut que tu prévois un plan B, c'est important. Deuxième chose importante, tu planifies ton parcours pour toi, mais aussi pour ton ange gardien. L'ange gardien terre, c'est super important. C'est quoi un ange gardien? C'est quelqu'un que tu vas prévenir de ton parcours. Donc, par exemple, tu dis, je vais partir à telle heure, je vais partir lundi à 18 h. Tiens, salut Thomas, on part à 18 h de Porquerolles, on devrait arriver en Corse le lendemain vers 18 h. Voilà. Thomas, il faut que ce soit un type fiable, c'est-à-dire que le lendemain à 18 h, ils se disent, ok, comment ça se fait que j'ai pas de nouvelles? Ton ange gardien, lui, il va vérifier, est-ce que tu arrives à la bonne heure?
Si tu n'arrives pas à 18 h, normalement, il va essayer de t'appeler. Il va te laisser un petit créneau parce que tu lui as dit, bon écoute, normalement j'arrive vers 18 h, mais je peux arriver vers 20 h ou 21 h. Ce qui va se passer, c'est que si jamais Thomas, il voit que tu n'arrives pas vers 21 h, que tu n'es toujours pas à la côte, là, il va pouvoir contacter les secours en mer, le CROSS, et il faut bien lui rappeler que quand tu es à terre et que tu veux signaler un problème, tu fais le 196. Le 196, c'est les secours en mer. Ton pote Thomas, il va appeler le 196 en disant, voilà, j'ai mon pote qui est parti de Porquerolles à 18 h, il devait arriver à 18 h, il est toujours pas là. Et là, les secours en mer, ils vont pouvoir lui dire, bon bah écoute, c'est peut-être normal, ils vont pouvoir agir. Est-ce que vous voulez qu'on regarde s'il y a un bateau qui peut les contacter par VHF, etc. Tenez-nous au courant. Ils vont pouvoir guider Thomas. Et si toi, tu as un problème, imagine, tu as eu une voie d'eau, tu as tes batteries qui ne marchent plus et tu n'as pas pu prévenir les secours, et bah, tu seras bien content que ton pote Thomas ait donné ton parcours, l'heure à laquelle tu es parti, parce qu'après, bah, le CROSS va analyser toutes ces données en fonction du vent, du courant, et potentiellement, bah, ils vont envoyer quelqu'un sur place pour voir pourquoi t'es pas là. Bon, oublie pas d'appeler ton pote Thomas quand même, de lui dire où tu es. Parce que si tu lui dis à 22 h tu me déclenches les secours si je suis pas arrivé, et qu'en fait, bah, c'est juste que tu prenais l'apéro, t'as oublié de l'appeler, ou tu t'es mis en mode avion, on est d'accord que c'est un peu con quand même. Mais l'ange gardien, c'est super important pour rassurer tout le monde, pour te rassurer et pour avoir un backup, pour avoir un plan B. Je fais d'ailleurs une petite parenthèse parce qu'il y aura un tuto sur le Starlink. Mais pour moi, le Starlink, c'est justement un élément de sécurité parce que tu peux avoir ton ange gardien sur WhatsApp en temps réel et lui dire comment se passe ta traversée. Pour moi, le jour où tu veux faire une traversée, semi-hauturière, hauturière, ça vaut vraiment le coup de te prendre le Starlink. Ça coûte pas très cher, tu verras mon tuto sur le Starlink, et vraiment c'est un élément de sécurité super important. Partie 2, le bateau. La préparation du bateau, c'est super important. Alors qu'est-ce qu'on regarde sur son bateau? Moi, avant une traversée, la première chose que je fais déjà, je fais un tour à l'intérieur. J'inspecte tout, les hublots, les vannes, la cuisine, tout. Je pars de l'arrière, j'inspecte tout jusqu'à l'avant, je regarde si tout est normal, si tout va bien. Ensuite, je fais la même chose dehors. C'est-à-dire que normalement, tu es censé connaître ton bateau, tu vas regarder dehors, tu vas vérifier le moins de cordage, les haubans, tu vas vérifier vraiment tout ce qu'il y a sur le pont, les taquets, tout, tu jettes un œil de partout, minutieusement, tu fais le tour de ton bateau, hop, tu reviens au point de départ, et tu vas vérifier que tout va bien, que tout te semble normal. Une fois que tu as fait ce tour-là, tu peux passer aux autres vérifications. Première vérification, ton moteur. Il faut que ton moteur, il ait évidemment les niveaux d'huile, les niveaux d'eau, ça c'est super important, tu vérifies. Pose-toi la question, est-ce que tes filtres ont été changés? Et tu peux regarder l'état de tes filtres. Par exemple, si tu as un filtre qui est tout marron, ça veut dire qu'il est encrassé avec des bactéries, donc tu vas pas partir. L'état de ton filtre, ça peut te donner une idée sur comment va ton moteur. Moi j'ai de la chance, j'ai un pré-filtre là-dessus, donc le pré-filtre, normalement, il est transparent, donc tu vois le filtre dedans, ça me permet de savoir où en est mon pré-filtre et de savoir effectivement est-ce que mon moteur, est-ce que le gazole déjà est bon, est-ce qu'il n'y a pas de problème avec le gazole. Ça c'est un point super important. Niveau d'huile, niveau d'eau, évidemment. Bon, j'ose espérer que tu as un moteur qui est bien entretenu, parce que comme je te le dis souvent, sur un voilier, le moteur c'est super important. Un voilier c'est d'abord un bateau à moteur, alors ça va vous faire bondir, mais oui, pourquoi je dis ça? C'est parce que à n'importe quel moment, tu vas sortir du port, rentrer au port, tu as un gros problème en mer, tu dois t'extirper d'une côte, bah, tu vas mettre le moteur et le moteur il va pouvoir te sauver de plein de problèmes. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas négliger le moteur. Il y a beaucoup de voileux qui négligent le moteur. C'est ouais, bah non, moi c'est un voilier, je fais que de la voile. Non, en 2024, nos voiliers sont équipés de moteurs qui sont quand même assez fiables. Et donc, il faut bien compter dessus. Et on peut compter dessus pour se sauver de situations où, à la voile, tu n'aurais pas pu te sauver. Une fois que tu as vérifié les principaux trucs sur ton moteur, l'important c'est de le démarrer, d'aller vérifier que la sortie d'eau, elle crache bien, que ton moteur, il a son bruit normal, tu le fais tourner un peu, tu vois si tout va bien. Qu'est-ce que tu fais si tu as un doute? Bah tu pars pas. Si tu as un doute sur le moteur, tu ne pars pas. Et ouais, vaut mieux repousser ta traversée, oublie pas, c'est du loisir. Un créneau météo, t'en auras un autre. Alors que si tu pètes ton bateau ou si tu mets ton équipage en danger, ça c'est pas bon. Pour tout ce qui est gréement, je te l'ai dit tout à l'heure, mais il va falloir que tu vérifies tout ce qui est auban, ridoir, gréement général, gréement courant. Tu regardes tout. Il faut que tout soit en bon état, y compris les voiles. Normalement, tu connais ton bateau, mais si ça fait un moment que tu n'es pas venu, n'hésite pas à sortir les voiles, regarder si tout va bien, si ta bande anti-UV va bien, vérifie les fixations d'un petit peu tout, parce que c'est super important que tu partes avec un gréement qui est bon. Donc tu vérifies vraiment tout,
Est-ce que tu as besoin de monter au mât? Bah, si ça fait un moment, oui. Si tu as quelqu'un, c'est mieux d'aller vérifier au mât. Tu vérifies un petit peu tous les certissages, tu montes jusqu'en haut, tu vérifies que tout va bien. Avant une traversée, il faut que ton bébé il soit vraiment nickel, surtout au niveau de ton gréement. Parce qu'un voilier, c'est avant tout quand même un bateau à voile. Moi je sais, je dis les deux. Mais un bateau, un voilier, bah, c'est un bateau à moteur et c'est un bateau à voile. C'est les deux, et les deux sont importants, les deux sont à surveiller. Ensuite, tu as l'électricité à vérifier. Alors l'électricité, c'est bien entendu vérifier que tes batteries sont bien chargées, tu vérifies la santé de tes batteries. Sur ce bateau, moi j'ai carrément un petit appareil qui me dit la santé de mes batteries, tu vérifies qu'elles tiennent bien la charge. Alors, comment on vérifie ça? Ben, avant de partir en traversée, tu te prends un moment où tu te débranches du quai et puis tu laisses ton bateau tourner sur les batteries. Tu vas voir si tes batteries tiennent la charge, hein. Si tu vois que le lendemain tes batteries elles sont plus qu'à 50%, c'est que tes batteries ont un problème. Donc sans batterie, tu pars pas. Et l'électricité, c'est aussi vérifier que tes équipements primordiaux marchent. La VHF, le GPS, les lumières de mât, parce que si tu fais une traversée, tu vas être à un moment en navigation de nuit. Donc il faut que tu attendes la nuit avant ta traversée pour vérifier que toutes tes loupiottes marchent. C'est pas en pleine traversée que tu vas te dire oh, bah tiens chérie, t'avais vu que les lumières en haut du mât ne marchent pas? Non, c'est pas le moment de vérifier ça, c'était avant. Bon, ensuite, on vérifie tout le système de sécurité. En gros, il faut vérifier ton radeau de survie qui soit à jour, les gilets, la balise, épiarpe si tu en as une, les extincteurs, le pont, les lignes de vie, les poulies, les fixations. Vraiment, tout, tu vérifies tout ton système de sécurité. Il faut que tout soit à jour, que tout soit en bon état et que tout soit à poste, prêt à être pris. Encore une fois, si tu as des équipements de sécurité, extincteurs, etc. qui ne sont pas accessibles, ils servent à rien. Il faut que tout soit prenable rapidement. Par exemple, moi sur ce bateau, je sais que tout mon équipement de sécurité, il est là sous ma banquette, sous ce coffre là. C'est-à-dire que je peux, en moins de deux, tout mon équipement de sécurité est là, je soulève mon truc, je soulève là mon coussin, et dessous j'ai tout. C'est-à-dire j'ai vraiment tout mon équipement de sécurité, indispensable. Alors j'ai en plus deux gros pots de pâte qui me permettent qui se mélangent et qui permettent de colmater une brèche et qui sèchent immédiatement quand ils sont en contact d'eau. Donc ça, c'est un truc en plus que la SNSM a et m'a conseillé, qui est vraiment top. Et je vous conseille, si possible, d'en avoir. Évidemment, on n'oublie pas les pleins d'eau et de gasoil. On ne sait jamais, il faut vraiment prévoir tout. Le truc à se dire sur un bateau, c'est qu'une petite panne à quai, ça peut devenir un gros problème en mer. Donc il ne faut rien négliger avant une traversée. Bon, ensuite, il va falloir que tu prépares ton équipage et tes rôles à bord. Ça, c'est super important, surtout pour ta première traversée. Il faut bien penser qu'un équipage qui est bien informé et qui est organisé, bah, c'est essentiel pour une traversée qui est réussie. Alors tu vas me dire, est-ce que je suis obligé de faire un briefing de sécurité? Oui, oui, il faut faire un briefing de sécurité. Alors les briefings de sécurité, c'est pas forcément non plus à la militaire. Non, en fait, t'es pas à l'armée. C'est juste par contre, tu vas te poser, tu vas dire, bon, les gars, là, faut qu'on discute sérieusement, venez, on se pose. Je vais vous expliquer vraiment les règles de sécurité, c'est pour tous. En gros, il faut expliquer que sur un bateau, dès que tu pars en mer, c'est vraiment ta vie que tu risques si tu respectes pas ces règles de sécurité, et que là, il faut vraiment se concentrer et on respecte les règles de sécurité. C'est pas pour être le caporal chef du bateau, mais c'est vraiment que si tu vas donner des ordres en mer, il faut les suivre. Le briefing de sécurité, il faut absolument le suivre, parce que c'est pour protéger la vie de chacun, et que quand tu pars en mer, c'est toi qui es responsable de leur vie. Mais en étant cool, en expliquant bien, moi j'ai jamais eu personne qui m'a dit ouais tu me fais chier, je vais pas mettre les gilets de sauvetage. Non, ça n'existe pas. Je veux dire, les gens qui viennent à bord, c'est vos amis, c'est des gens que vous connaissez normalement. Alors si vous les connaissez pas, effectivement, il va falloir les jauger un peu, mais généralement les gens ils voient tout de suite que tu es sérieux et que c'est pour eux que tu fais ça. Et c'est ça l'important. Il faut que tu donnes une ambiance de vous allez voir le bateau, c'est trop bien. Bon, il y a des codes sécurité à respecter, il faut respecter des trucs, mais malgré tout, vous êtes ici chez vous. Juste, ben, quand je vous dis des trucs, c'est pas pour vous embêter, c'est vraiment pour la sécurité. Et en ça, il va falloir que tu fasses ton briefing de sécurité. Alors, le briefing de sécurité, c'est quoi? Bah, c'est donner tes règles de sécurité. Les règles de sécurité, c'est toi qui vas les définir. Tu sais que moi, j'en ai trois principales, par exemple, à bord. C'est la nuit, on met les gilets. Plus de 20 nœuds, on met les gilets. En solo, tu mets les gilets. La nuit, tu veux aller te balader sur le pont, bah, tu pars pas sans me demander, tu me demandes. Pareil pour plus de 20 nœuds, demande-moi quand tu veux partir devant. Tu peux bien sûr rajouter des règles, en enlever. N'hésite pas, si tu veux être sûr que tout le monde ait bien compris, de te faire une fiche et dire voilà les éléments de sécurité que je vous donne. Dans le briefing de sécurité, il va falloir que tu expliques où se trouvent les équipements de secours, comment utiliser la VHF et les manœuvres à suivre en cas d'urgence. Alors pense que c'est quand même super important que ton équipage
sache utiliser les équipements de secours et la VHF. Pourquoi? Imagine, tu es en incapacité de diriger les manœuvres. Tu es tombé dans les pommes, tu es tombé à l'eau, tu t'es fait mal à la jambe, tu t'es pété le pied, et tu peux pas faire toi-même les manœuvres, ou vraiment tu es assommé, ou tu es tellement malade que tu peux pas te lever, et ben tu vas être bien content que ton équipage sache faire ça. C'est-à-dire qu'il faut que ton équipage, il sache à minima appeler à la VHF pour prévenir les secours. Voilà, je vois trop de personnes qui partent, moi je monte à bord, on discute tout ça, et je dis tu sais te servir de la VHF? Et là, à part le capitaine, il n'y a personne qui sait se servir de la VHF. Alors oui, tu vas me dire, normalement, il faut le C2R, machin truc, mais en cas d'urgence, tu t'en fous, tu vas prendre la VHF et tu vas appeler. C'est pareil pour le téléphone. Je sais pas combien de fois je vous ai dit que pour appeler les secours en mer, c'était le 196 au téléphone. Mais ça, faut vraiment que vos proches ils soient au courant. C'est-à-dire que tout le monde devrait connaître ce numéro, comme le 15 et le 17, quoi. Bah, c'est pareil pour le 196. Du moment que tu es en bateau et que tu as des proches qui savent que tu fais du bateau, il faudrait qu'ils connaissent le 196. Et la VHF, quand quelqu'un monte à bord, il faut lui apprendre à s'en servir pour prévenir les secours. C'est pareil pour les extincteurs, c'est pareil pour d'autres trucs, pour que si la personne, bah, je sais pas, par exemple, tiens, elle voit un feu se déclencher, elle est en train de cuisiner, il y a le feu qui se met en route, elle va choper l'extincteur, elle va éteindre le feu. T'imagines si elle te parle de la cuisine, excuse-moi, j'ai foutu le feu dedans, le temps que tu descends, c'est trop tard. C'est pour ça que c'est important, les équipements de sécurité, c'est bien. Des éléments de sécurité inaccessibles et dont personne ne sait se servir, ça sert à rien. Allez, ensuite, dans ton briefing sécurité, il va y avoir la répartition des rôles. Donc la répartition des rôles, c'est quoi? C'est que, en fonction des personnes avec qui tu vas partir, il y en a certains qui vont être un peu plus à l'aise avec certains rôles. Par exemple, tu vas avoir celui qui aime piloter, tu as celui qui aime cuisiner, tu as celui qui aime naviguer la nuit. Essaye de voir un peu, chacun, les préférences qu'il a. Comme ça, au départ, quand tu pars, ben, tu peux mettre quelqu'un comme pilote, quelqu'un qui va faire la cuisine, chacun trouve sa place, et c'est super important en fait dans un bateau que tu trouves des places à tout le monde. Le mal de mer, la peur en bateau, elle vient souvent du fait que tu ne fais rien, tu es complètement passif, tu es là, tu sais pas ce qui se passe, tu comprends rien, et l'inconnu fait beaucoup plus peur que de savoir ce qui se passe. Donc c'est pour ça que je te dis qu'un équipage qui est bien formé, c'est un équipage qui va pouvoir t'aider, c'est aussi un équipage qui va pas avoir peur, c'est un équipage qui comprend ce qui lui arrive et qui profite un max de sa traversée. Après, n'hésite pas à faire confiance à ton équipage, même s'il est débutant, à mettre des gens à la barre, de mettre des gens à la cuisine. C'est important parce qu'en fait, plus tu vas faire confiance à ton équipage, plus ton équipage va ressentir que tu as confiance, plus eux vont être en confiance. Et ça, c'est que du bonheur. C'est pour ça que vous pouvez faire les choses bien, vous n'êtes pas obligé d'être sergent-chef, établir des rôles, occuper, et ça, c'est important. Et ouais, si t'es capitaine et que t'embarques du monde, bah ça va être un peu ton rôle aussi de faire ça. Allez, ensuite, on parle des quarts de nuit. Je dirais pas assez, mais les quarts de nuit, normalement, selon le RIPAM, tu dois exercer une veille attentive. Ça veut dire que selon la loi, tu n'es pas censé être seul. Ah ouais, alors je sais que là je vais en faire grimacer plus d'un, mais normalement, les navigations en solo, t'as pas le droit de les faire. Le RIPAM est clair là-dessus, hein, tu dois exercer une veille constante. Comme tu n'es pas un surhumain et que tu n'es pas capable de faire plus de 24 heures sans dormir, ben normalement, t'as pas le droit de rester, d'aller te coucher et de laisser ton bateau tout seul. Tu vas me dire, bah ouais, les navigateurs du Vendée Globe, bah oui, mais ils ont une autorisation spéciale, c'est des pros, donc on estime qu'ils peuvent le faire. Après, évidemment, que tu as beaucoup de gens qui font des navigations en solo, pour ta première traversée, je te déconseille fortement de faire ça, surtout que les quarts de nuit, c'est quand même un truc qui est extrêmement sympa à faire, et qui est vachement rassurant. C'est un moment de partage qui est extraordinaire. Pour les traversées un peu longues, moi je te propose d'établir un roulement qui est assez clair pour que tout le monde puisse se reposer. Allez, c'est parti. Quatrième point, on parle de l'approvisionnement et de la gestion de l'eau. Alors une traversée bien planifiée, tu t'en doutes, c'est une traversée où il y a des provisions et surtout de l'eau. Alors, l'eau potable, c'est facile, tu prends au minimum 3 litres par jour et par personne. Il vaut mieux des contenants qui sont faciles à manipuler, donc des bouteilles, des trucs comme ça. Au sujet de l'eau, moi au début je faisais avec des bouteilles d'eau. Le problème c'est que les bouteilles d'eau, il va t'en falloir beaucoup, que ça fait beaucoup de plastique et que ça coûte cher. Maintenant on a la Keysense, le micro Pearl Aqua est un petit système à LED UVC qui désinfecte l'eau. Et donc là tu peux boire l'eau de tes réservoirs sans souci. Donc nous c'est ce qu'on fait, on en est super content parce qu'on fait plus de pollution plastique et que ça nous coûte grave moins cher. Au niveau de la nourriture, bah, tu vas privilégier les aliments qui sont faciles à préparer en mer, comme des boîtes de conserve, des plats déshydratés, et tu prévois des encas. Bon, on en reparlera un peu de la cuisine en traversée, mais il te faut toujours, alors généralement, je le redis, il te faut un plan ABC. Ton risotto au mori, ça va être ton plan A.
Ton plan B, ça peut être un petit taboulé, ça peut être du thon, ça peut être du riz, etc. que tu as préparé mais qui se mange froid. Et ton plan C, c'est vraiment des petits gâteaux secs, des petites choses comme ça si vraiment il y a beaucoup de mer. Mais prévois bien ton plan A, B, C pour la nourriture pour que lors de ta traversée, tu sois paré, que tu puisses manger quand même avec une météo compliquée. Allez, point numéro 5, il faut sécuriser tout ce qui est à bord. Un bateau, il faut toujours que tu partes du principe qu'il doit être prêt à affronter des mouvements brusques ou des vagues imprévues. Donc il va falloir que tu fixes tout ce que tu peux. C'est-à-dire, quand je dis tout ce que tu peux, il va falloir que tu fixes tout ce qui peut bouger, les objets lourds, les matériels de cuisine. Sur le cockpit et le pont, il va falloir que tu t'assures que rien ne traîne et que tout ce qui est matériel comme les pare-battes, les cordages, que tout soit rangé. Alors les pare-battes, on en parle. Tu vas me dire, bah ouais, mais toi tu les laisses sur les filières. Alors moi je fais exprès, encore une fois, j'en profite de ce tuto pour en remettre une couche. À quoi te servent tes pare-battes? Les pare-battes, ils te servent à deux choses. Quand tu arrives au mouillage, je mets mes pare-battes. Je suis le seul bateau qui fait ça. Tu vas me dire, mais pourquoi? Ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois que des bateaux décrochent et viennent taper mon bateau. Ça arrive aussi que tu aies quelqu'un qui fasse son mouillage, il met trop d'encre et il vient taper ton bateau. Plutôt que de s'énerver, que de lui gueuler dessus, moi c'est simple, j'ai mes pare-battes. Tout le monde a le droit à l'erreur. En mer, vaut mieux être humble, il vaut mieux se dire, tout le monde peut faire des erreurs. Et ça va te permettre de vachement être plus calme déjà en mer, d'être vachement plus tranquille, et puis d'accepter que tout le monde fait des erreurs, et toi après quand tu feras une erreur, tu te sentiras un peu moins coupable, quoi. Deuxième chose, si t'as un homme à la mer, tes pare-battes, tu vas les balancer. Pourquoi? Parce qu'en cas d'homme à la mer, en fait, on te dit balance la bouée couronne, s'il la loupe, puis ta bouée couronne pour la retrouver si tu es en pleine mer et qu'il y a du vent, tiens, que si tu as balancé une dizaine de pare-battes plus la bouée couronne, et puis si tu es un homme à la mer, tu peux même larguer ton annexe, parce que oui, tu vas me dire, ouais, mais je perds mon annexe. Oui, mais ça donne une chance au gars qui est dans l'eau de pouvoir monter sur ton annexe et de sauver sa vie. Donc, si sa vie est en danger, attention, si tu tombes, qu'il y a 5 nœuds de vent, qu'il y a ton pote qui tombe à l'eau et que tu le vois, tu vas pas tout larguer comme ça. Je te parle si vraiment tu vois quelqu'un tomber, que tu as de la mer, que tu as du vent, mais là, largue tout ce qui flotte en fait. Tu t'en fous de perdre ton annexe. Si jamais ton pote il peut monter sur ton annexe ou choper ses pare-battes pour se tenir avec, mais c'est là où tu as tout gagné. Même s'il a le gilet, tu balances tout ce qui flotte. Ensuite, on va parler de l'intérieur. Évidemment, tu vérifies que tout est bien fermé, les tiroirs, les placards, les hublots. Tu penses à vérifier tous les points d'entrée d'eau, ce qui est hublot, trappe, pour éviter évidemment toutes les infiltrations en cas de mer agitée. Et puis si tu sais qu'il va y avoir un peu de mer, un peu de vent, tu peux fermer toutes tes vannes. Encore une fois, si tu as bien pris ta météo, normalement tu devrais avoir un vent calme, pas trop de houle. Tu peux fermer toutes les vannes qui sont non essentielles, par exemple ton évier, ou voilà. Mais pense bien que tu vis à bord, dans une traversée, si tu coupes toutes les vannes d'eau, alors il y en a qui coupent la vanne d'eau moteur. Alors ça c'est le meilleur moyen pour que quand tu en aies besoin, que tu veux démarrer ton moteur, tu n'arrives plus à gérer et que tu veux coucher les voiles et te mettre au moteur, tu oublies que ta vanne moteur elle est fermée et ton moteur il pète. Donc méfiance avec ça, ou alors si tu fais ça, mets bien un papier sur la clé de contact en mettant attention, réouvre la vanne moteur, parce que sinon tu peux vite aller à la casse moteur. Bon, normalement, une traversée réussie, ça se prépare en amont. C'est-à-dire que tu as traversé pour que tu en profites, pour que tu sois trop content, que tu vois des dauphins, que t'aies cette sensation du large. Oh, cette sensation du large, elle est extraordinaire, je t'assure, quand tu es au large. C'est pas comme quand tu es en côtier. Il y a une ambiance, il y a quelque chose, il faut vraiment y aller. Est-ce que tu reviens vraiment du large? Je suis pas sûr. Tu as toujours une petite partie de toi qui a envie d'être là-bas, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est dans notre imaginaire de marin? Est-ce que c'est comme ça? Il y a vraiment un truc, on aime être au large. Il y a un sentiment incroyable qui se mêle de magie, de se sentir seul au monde, c'est incroyable, vraiment c'est très très beau. Mais si tu veux que ça se passe bien, il faut que ta traversée, tu la prépares vraiment vraiment bien, que tu prennes une bonne météo, que ton bateau soit prêt, que tu aies un équipage qui soit bien organisé, et là, tu peux profiter pleinement de ton aventure. Prends le temps de cocher chaque point, et là tu vas pouvoir larguer les amarres en toute confiance. Vous avez envie d'apprendre à naviguer? On a créé une formation 100% en ligne, spécialement conçue pour vous accompagner à chaque étape. Avec une centaine de vidéos, vous apprendrez tout, des bases pour débutants jusqu'à la préparation des grandes traversées en pleine mer. Mais ce n'est pas tout, revivez toutes nos aventures en Méditerranée grâce à notre deuxième formation. Elle vous dévoile non seulement les secrets pour réussir vos mouillages en toute sérénité, mais aussi les lieux exacts de nos plus beaux ports et mouillages préférés. Cette formation, c'est un véritable guide vidéo, parfait pour jeter l'ancre dans des endroits incroyables. Et en ce moment, on fait des offres exceptionnelles sur nos formations, donc c'est le moment idéal pour embarquer avec nous et transformer vos rêves de navigation en réalité.
Retrouvez toutes les informations sur notre site www.voiliercorail.com et si vous voulez retrouver tout ça facilement, il vous suffit d'aller dans la description de cette vidéo et d'aller sur notre site internet. Quant à moi, je te dis salut et à demain pour un nouveau tuto.